Utilisateurs de Bitcoin capables d'expliquer ce que sont le minage ou la blockchain n'étaient qu'une poignée. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de millions à investir dans les crypto-monnaies. Le Bitcoin ne valait que quelques centimes à sa création il y a 12 ans. Il a dépassé les 60 000 $ le mois dernier. Pour autant, peut-il prétendre au statut de monnaie qui était jusqu'ici l'apanage exclusif des États? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho? Débattre du rôle du Bitcoin dans l'économie, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG, et Nicolas Dufresne, économiste, directeur de l'Institut Rousseau et co-auteur de cet ouvrage Une monnaie écologique, publié chez Odile Jacob. Également avec nous à distance, Ludovic Desmet, professeur d'économie à l'Université de Bourgogne. Une émission cryptée par Thibaut Moméja, éminée par Aliette-Oville, Mathilde Tonfourcade et Théo Giangreco. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors le Bitcoin a perdu 10 000 $ en moins d'une heure début décembre, ce qui a relancé les débats sur les dangers de cette crypto-monnaie. Ludovic Desmet, ce n'est pas la première fois que de telles variations se produisent. Le Bitcoin est habitué aux montagnes russes. Oui, je crois que dans son histoire, on a une trentaine d'épisodes de baisse soudaine qui touche sa valeur de moins de 10%. Donc cet épisode-là s'inscrit dans une histoire qui commence à avoir 12-13 ans et qui a enregistré aussi bien des hausses phénoménales que des décrochages et qui sont souvent imprévisibles. On peut toujours, les économistes sont très bons pour prévoir l'avenir, surtout quand ils touchent les événements qui viennent de se passer, mais on a mis en avant le fait que certaines positions avaient été dénouées, que des gros acteurs s'étaient délestés de Bitcoin. On peut toujours essayer de voir ça a posteriori, mais en général, quelques heures avant, bien malins sont ceux qui peuvent prévoir de telles baisses. Comment est-ce qu'on explique une telle volatilité, Alexandre Stashchenko ? Elle s'explique par des facteurs qui sont majoritairement conjoncturels, c'est-à-dire que c'est un actif qui a, on l'a rappelé tout à l'heure, à peine 12-13 ans, dont la capitalisation de marché est de quelques centaines de milliards. Ça a l'air beaucoup, mais en réalité c'est une goutte d'eau dans l'océan financier. Et donc forcément pour un actif comme celui-ci, qui en plus est un pari technologique, parce que c'est aussi une technologie très innovante, forcément ça va attirer des gens qui aiment le risque, parce que d'autres gens, j'allais dire c'est spéculatif, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui pensent que c'est trop risqué justement et qui ne vont pas dans ce marché-là. Maintenant il faut différencier justement les facteurs structurels et conjoncturels. Structurellement, quand on regarde la tendance de Bitcoin, c'est volatile, mais j'allais dire c'est volatile à la hausse. Donc c'est ça qu'il faut regarder quand on épargne, par exemple en Bitcoin, on le fait avec un horizon de détention qui s'en fiche complètement de la volatilité court terme. Conjoncturellement, c'est vrai que la taille du marché, le fait que pour l'instant dans beaucoup d'États du monde ce soit pas encore complètement régulé, etc., fait que mécaniquement il y a de la volatilité. Mais ça, j'allais dire pour le débat qui va suivre, ça ne rentre pas vraiment dans la définition d'une monnaie. Il y a beaucoup d'autres monnaies qui sont largement volatiles, peut-être même certaines plus que Bitcoin. Pour vous, au contraire, Nicolas Dufresne, cette volatilité, c'est un élément qui va dans le sens du fait que le Bitcoin ne serait pas justement une monnaie ? Alors oui, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'aujourd'hui, si le réseau Bitcoin est bien décentralisé, puisqu'il est décentralisé sur de multiples ordinateurs, de multiples machines, sa possession, elle, n'est pas du tout décentralisée et elle est au contraire extrêmement concentrée. Vous avez aujourd'hui 2% des comptes qui contrôlent plus de 95% des Bitcoins. Et donc ça crée des conditions extrêmement propices à des manipulations de marché. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'y compris des acteurs du milieu reconnaissent, c'est-à-dire que on voit les plus gros comptes de Bitcoin dès lors qu'ils se mettent à vendre, 2 ou 3 jours après, les cours du Bitcoin chutent et inversement à la hausse. Donc il y a des techniques de manipulation de marché extrêmement présente sur ce marché du Bitcoin qui est absolument pas régulé et
ça donne lieu à... alors effectivement, on peut toujours dire que depuis sa création, le Bitcoin n'a fait qu'engendrer de la valeur, ce qui est vrai, mais aller expliquer ça à des gens qui ont acheté attirés par l'appât du gain lorsque le Bitcoin était au plus haut et qui ont vu son cours s'effondrer, et encore plus pour ceux qui ont utilisé un effet de levier sur les plateformes qui permettent de trader du Bitcoin, eh bien, ils peuvent perdre très gros. Alors Alexandre Stashchenko, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi justement ce cours du Bitcoin continue à augmenter depuis sa création, et est-ce que on pourrait imaginer éventuellement que le Bitcoin remplace l'or comme valeur refuge? Alors, avant évidemment de répondre, je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que je suis en désaccord total sur au moins 2 points, mais j'en aurais noté 3 ou 4. Le premier, c'est que l'argument des 2% qui concentrent 95% des richesses, c'est un argument qui est fallacieux, puisque les 2% en question, ce sont les crypto-banques. Donc c'est comme si je disais BNP Paribas, Société Générale, Goldman Sachs et JP Morgan concentrent 99% des richesses. Oui, mais ils ont chacun des millions de clients qui, eux, possèdent de l'argent chez ces gens-là. Ce n'est pas vrai. On va juste simplement laisser poursuivre Alexandre Stashchenko. La deuxième chose, c'est que Nicolas persiste et signe à chaque fois qu'il s'exprime sur le sujet à dire que c'est quelque chose qui n'est pas régulé. Je l'invite à créer une boîte crypto en France. Il faudra qu'il fasse un enregistrement à l'autorité des marchés financiers, qu'il obtienne son visa, que ça prenne 6 mois de dossier à traiter, que ensuite il n'ait pas le droit de faire de la pub sur le marché français parce que c'est interdit tant qu'il n'a pas son visa. Donc évidemment que c'est régulier. Il y a une loi en France sur le sujet depuis 2018 qui s'appelle la loi Pacte. Il y a une fiscalité depuis 2014. Il y a des normes comptables. On a une régulation sur le sujet, donc là, c'est juste faux. La régulation a augmenté, en effet. Je me permets de vous interrompre, Alexandre Stashchenko, mais peut-être qu'elle est encore insuffisante. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Desmet? C'est des choses différentes. Quand on écoute un des régulateurs américains de la SEC qui s'est exprimé à ce propos cet été, il parlait de Far West quand même, quand il parlait des plateformes de vente de Bitcoin. Et, donc on est quand même dans un... Effectivement, il y a une régulation, c'est sûr, mais on a quand même des... en plus, à Dijon, on est particulièrement bien placé pour le savoir parce qu'il y a une entreprise de négociation de crypto-monnaies qui a fait faillite au printemps dernier, et les 40 millions d'épargne qui avaient été confiés à cette entreprise ont disparu dans les limbes d'Internet. Donc, on a quand même des gens qui profitent de cette vague, hein, comme souvent, quand il y a des vagues de hausse, on appelle ça du mimétisme, hein, on attire beaucoup de gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, qui risquent de l'argent, qui, des fois, hypothèquent leur maison, etc., ont affaire à des gens pas très sérieux, et malheureusement, on a quand même une chronique boursière qui est assez inquiétante de ce côté-là. Mais bon, on est dans un monde qui est tout neuf, hein, qui a une dizaine d'années, donc on est un peu dans l'équivalent des États-Unis à la fin du 19e, où les banquiers étaient assez peu regardants, et il a fallu du temps pour réguler tout ça. On est dans cette phase de croissance. On peut se demander si les crypto-monnaies sont, oui ou non, utiles à l'économie. Elles ont en tout cas permis à certains de gagner de petites fortunes. C'est le cas d'Antoine, 21 ans, on l'écoute. Un jour, j'ai un ami, il me dit Antoine, il y a une crypto-monnaie d'une actrice qui est vraiment stupide, cette actrice, mais par contre les gens l'aiment bien parce qu'elle est jolie. Et cette actrice, elle a créé une crypto-monnaie. Et donc moi je me suis dit, bon allez, je mets 2000 € dedans. Et en fait, tous mes amis, ils ont vendu, ils ont dit, oh c'est nul, ça marche pas cette crypto. Et moi en fait, je n'arrivais pas à la vendre. Parce que j'avais pas dû faire la bonne manipulation, je savais pas faire. Du coup, je l'avais gardée dans mon portefeuille. Et un matin, je me réveille, elle a pris 1200%. J'ai pris à peu près 40 000 $. Et comme voilà, c'est un peu le choix que j'ai fait, avoir une vie à risque, en investissant dans la crypto-monnaie qui est hyper volatile, j'avais pas mis ça dans un livret A. Donc en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était risqué, c'est ce qui rapportait. Voilà, extrait d'un épisode des Pieds sur Terre, diffusé hier sur France Culture. Selon vous, Nicolas Dufresne, le Bitcoin n'est finalement qu'un objet spéculatif et il ne finance rien d'économiquement et socialement utile. C'est ce que vous expliquez dans la tribune que vous avez fait paraître dans Le Monde au début du mois. Absolument. Alors, juste avant de vous répondre, je me permets juste de répondre à Alexandre Stashchenko parce qu'il y a une erreur dans ce qu'il dit quand il prétend qu'en fait, ces comptes sont des grandes plateformes qui détiennent en fait les comptes de plusieurs
millions de personnes. Chainalysis, qui est un des premiers acteurs du milieu, a démontré que 93% de ces 2% de comptes que j'évoquais étaient des comptes de gros investisseurs individuels et seulement 7% de ces 2% de comptes étaient des plateformes et donc l'argument ne tient pas du tout. Par ailleurs, sur la régulation des plateformes en France, j'aimerais demander à Monsieur Stachenko combien de plateformes d'échange en crypto-monnaie ont obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers en France aujourd'hui. L'agrément. Alors, aucune précisément. Aucune. Puisque, aucune. Justement, je vous remercie. Si vous me posez la question, laissez-moi répondre. Aucune, puisque précisément ce que les acteurs de la réglementation ne comprennent pas, c'est qu'ils ont des œillères, c'est-à-dire mettre une réglementation qui fait que personne ne peut se développer en France, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer, fait que mécaniquement les acteurs se développent à l'étranger, et donc les Français qui veulent acheter de la crypto vont chez des acteurs étrangers. Donc nous avons, comme je l'ai déjà dit autre part, un super cadre et pas de tableau dedans. Alors du coup, quand on le fait sous prétexte de protéger les Français qui du coup se retrouvent tous chez des plateformes étrangères, je trouve ça effectivement un peu cocasse, mais ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de plateforme en France que c'est pas régulé. C'est précisément parce que c'est régulé. D'accord. Il n'y a pas de plateforme en France. Vous appelez régulation le fait que par exemple les 3 plus grandes plateformes du monde, c'est-à-dire Coinbase, Binance et eToro pour l'accès aux cryptoactifs, sont toutes enregistrés dans des paradis fiscaux et ne disposent pas en France de l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Donc ce n'est pas du tout un marché régulé, c'est au contraire un marché qui alimente les paradis fiscaux, c'est un marché qui alimente la spéculation. Et en effet, pour répondre à votre question, le Bitcoin est aujourd'hui, c'est le retour, si vous voulez, vous avez parlé d'or numérique tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est-à-dire que comme l'or, il ne sert strictement à rien sur le plan monétaire. Que pouvez-vous faire avec une monnaie qui est absolument non pilotable? On se plaint aujourd'hui de l'indépendance, en tout cas c'est mon cas et c'est ce qu'on a écrit dans le livre, de l'indépendance des banques centrales et du fait que la politique monétaire aujourd'hui échappe au peuple. Et bien avec le Bitcoin, vous avez une indépendance plus des banques centrales, c'est-à-dire que vous vous adressez à un algorithme à qui vous ne pouvez absolument pas demander de créer de la monnaie, par exemple pour financer la transition écologique, pour financer des biens et pour financer quoi que ce soit d'utile dans la société. Et j'ajoute juste un dernier point, je termine par là, c'est que 98,7% des transactions aujourd'hui en Bitcoin ont un motif de spéculation. Ça, c'est ce que dit Chainalysis. Voilà, personne n'utilise, ou presque, n'utilise le Bitcoin pour des transactions réelles. Alors, on va en venir à l'exemple du Salvador. Un mot rapide peut-être, Alexandre Stachenko. Je vais revenir sur justement le Bitcoin ne finance rien d'économiquement et socialement utile. L'exemple du Salvador, ça fera la transition, mais au Salvador, évidemment, nous avons un taux de bancarisation qui est de 25%, donc les 3/4 de la population n'ont pas de compte en banque et vivent en cash. Depuis que Bitcoin est monnaie légale, vous avez 80% de la population qui a un portefeuille Bitcoin. Donc vous avez en 3 mois une technologie qui a à peine 12 ans, qui fait mieux que les banques sur 200 ans. Donc je pense que l'inclusion financière fait partie des choses socialement utiles. Parmi les choses socialement utiles, j'en avais déjà parlé précédemment, mais les lanceurs d'alerte, il ne me semble pas que Edward Snowden se finance en dollars ou en euros, puisque tous ses comptes sont bloqués. Donc si on nie l'utilité d'Edward Snowden et de tout ce qu'il a révélé, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que en l'occurrence Bitcoin est donc utile là-dessus. Je pense à tout ce qui est confidentialité pour les minorités. Quand on est une minorité, parce que on a besoin de s'exprimer, on a besoin de se financer, c'est pas par les réseaux traditionnels qu'on va le faire. Et d'un point de vue économique, il y a plein d'avantages. Il y a tous ceux qui sont de l'ordre, j'allais dire, de l'utilité opérationnelle, c'est-à-dire c'est plus rapide, c'est moins cher et c'est auditable et c'est mondial. Il y a la protection contre l'inflation, alors qu'on le veuille ou non, ça fait 12 ans que c'est l'actif financier le plus performant et qu'il a été construit pour ça. Il y a la souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant du dollar américain qui impose sa loi partout. Et il y a quand même 2 licornes en France, on le rappelle, il y en a 18, il y en a 2, c'est de la crypto, donc c'est de la création d'emplois, c'est même de la réindustrialisation parce qu'il y a de la création d'usines, je pense à Vierzon avec Ledger. Donc... Alors il y a énormément d'arguments soulevés ici, je voudrais qu'on entende le président du Salvador qui a donc décidé de faire du Bitcoin la seconde monnaie officielle aux côtés du dollar américain, c'est une première mondiale. Queda aprobada la ley de Bitcoin. À court terme, cela créera des emplois et contribuera à l'inclusion financière de milliers de personnes en dehors de l'économie formelle. Et à moyen et long terme, nous espérons que cette petite décision pourra nous aider à pousser l'humanité au moins un tout petit peu dans la bonne direction. La volatilité de cette monnaie nous met dans une position compliquée.
C'est pourquoi nous demandons l'abrogation de cette loi. Nous avons besoin de smartphones pour les utiliser. Les gens doivent comprendre la technologie. Et cette situation va les conduire à se faire arnaquer et va affecter leurs finances personnelles. Voilà un reportage de nos confrères de France 24 dans lequel on a entendu Nayib Bukele, le président du Salvador, et deux manifestants anti-Bitcoin. Alors dans le cas du Salvador, Ludovic Desmet, le Bitcoin est vraiment utilisé comme monnaie dans le sens d'un instrument de paiement. Je rappelle qu'une monnaie c'est censé être une unité de compte, un instrument de paiement et une réserve de valeur. C'est la définition que les économistes en donnent. Mais justement, quel problème la volatilité du Bitcoin pose-t-elle quand on utilise le Bitcoin comme moyen de paiement, Ludovic Desmet? Là, on a affaire à une expérience de laboratoire très originale et assez inquiétante en fait, parce que la décision du président Bukele est quand même assez autoritaire. Il n'y a pas vraiment eu de consultation antérieure. Il a décidé ça de manière assez personnelle. Il a imposé ça au Parlement et ensuite à la population. Donc, on est vraiment à l'inverse d'une décision consensuelle et c'est un peu un coup de bluff. Alors, il faut préciser que le Salvador est dans une situation très très particulière. Déjà, il n'existait plus de souveraineté monétaire puisque c'est le dollar américain depuis une vingtaine d'années qui était devenu la monnaie officielle. Et il faut savoir que la problématique du Salvador, c'est pas tant de bancariser la population que de s'ouvrir au reste du monde, puisque c'est le deuxième pays en termes de remise de transfert de migrants. Puisque la guerre civile a provoqué une énorme diaspora dans les années 80-90, qu'on a quasiment un quart de la population qui est partie aux États-Unis ou au Canada, etc. Donc l'enjeu, c'est de réaliser des économies sur les transferts de fonds internationaux. Voilà, en gros, c'est de concurrencer Western Union qui prend des commissions, et c'est d'essayer de devenir une terre d'accueil de capitaux de toutes sortes, de capitaux légaux ou un peu moins légaux, et l'idée, c'est peut-être de devenir un paradis crypto. Donc, mais alors justement, est-ce que le Bitcoin ne prouve pas son utilité dans ce cas précis, effectivement, où près des 2/3 de la population n'est pas bancarisée et où il y a une nécessité de réaliser des économies sur ces transferts de fonds, Nicolas Dufresne? Alors non, pas du tout. Alors déjà, il faut rappeler, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Ludovic Desmet. Il faut rappeler aussi que le président du Salvador est un président ultralibéral, très conservateur, très proche de Trump, et que le Bitcoin qu'il promeut est à l'image finalement de cette politique-là. Mais sur l'utilisation qui en est faite. Sur l'utilisation qui en est faite, ce président se comporte comme un influenceur. Alors il fait la publicité du Bitcoin, il impose ça à sa population. Une grande partie de la population est entrée en résistance et ne veut pas utiliser le Bitcoin parce que non seulement ce n'est pas pratique, mais en plus imaginez comment vous faites pour tenir les comptes. Il faut avoir une double comptabilité en dollars américains et en Bitcoin. Il faut tenir des registres différents. Il faut faire des opérations de conversion à chaque fois que vous voulez passer d'une monnaie à l'autre, c'est-à-dire on retourne dans un régime de concurrence des monnaies comme on avait pu le connaître aux États-Unis ou en Écosse au 19e siècle, qu'on avait appelé le free banking, et c'est justement pour sortir de ces régimes de concurrence des monnaies qu'on a progressivement instauré des systèmes monétaires unifiés autour des banques centrales. Donc aujourd'hui, on retourne dans ces errements-là, dans toutes ces difficultés. Donc pour vous, ce n'est utile pour personne au Salvador ou dans d'autres pays où les populations sont peu bancarisées? Il peut y avoir deux outils utiles, des deux utilisations réellement positives des crypto-actifs, et d'ailleurs qui passent par d'autres crypto-actifs que le Bitcoin. Ça peut être les transferts de fonds internationaux. Là, c'est vrai qu'il y avait un gros problème parce que c'était très compliqué et très long, voilà. Et puis, alors en effet, on peut comprendre les gens qui, à un moment, face à une monnaie qui s'effondre dans un pays comme le Nigeria, comme le Venezuela, veulent transférer leur monnaie en Bitcoin et puis le garder. On fera remarquer que s'ils le transfèrent, leur argent, au moment où le Bitcoin est le plus haut et qu'ils veulent le reconvertir au moment où il est le plus bas, ils vont avoir des graves déconvenues. Mais néanmoins, on peut imaginer qu'ils cherchent à s'échapper comme ça. Ce faisant,
on peut comprendre le comportement individuel, mais ce faisant, ils aggravent la situation du pays dans lequel ils se trouvent. Donc, d'un point de vue monétaire, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Ça pose question en particulier pour l'économie. Ce qu'on peut dire, Alexandre Stashchenko, on peut se demander en tout cas s'il n'y a pas un risque, alors dans le cas des Salvadoriens, puisque c'est plus pratique de prendre cet exemple qui existe vraiment, que les Salvadoriens, par exemple, reportent la consommation en espérant des gains de pouvoir d'achat, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, le Bitcoin ne cesse d'augmenter, et ça serait assez désastreux pour l'économie salvadorienne. Pas vraiment, et d'ailleurs je m'étonne que Nicolas, qui a écrit un livre sur justement la transition écologique, la monnaie écologique, soit contre la seule monnaie dans le monde qui incite les gens à reporter leur consommation, puisque le principal problème de la planète d'un point de vue de l'écologie, c'est la surconsommation. Donc le Bitcoin, c'est quand on aborde la question écologique autour du Bitcoin, il y a deux raisons pour lesquelles moi je pense que c'est une solution et pas du tout un problème. La première, c'est que c'est le seul outil qu'on a aujourd'hui pour rentabiliser les énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables sont des énergies qui par définition sont intermittentes, elles sont non pilotables. Quand vous mettez un barrage d'une capacité de 100 MW, il produit 100 MW, que ça consomme ou pas en face. Quand vous avez une éolienne, il y a du vent, ça produit, il n'y a pas de vent, ça produit pas. Mais quel rapport avec les crypto-monnaies ? Quel rapport avec les crypto-monnaies ? Eh bien, le mécanisme d'émission des crypto-monnaies, c'est de consommer de l'énergie pour pouvoir sécuriser le réseau qui gère cette monnaie. Donc sur Bitcoin, c'est le minage, le fameux, on n'a pas le temps d'en parler, mais très, très brièvement, c'est cela, le minage, c'est consommer de l'énergie pour créer de la monnaie. Cette consommation d'énergie, le Bitcoin est la seule industrie à avoir cette faculté à être géo-indépendant. Donc il s'en fiche complètement de savoir s'il consomme de l'énergie issue de centrales à charbon dans une zone urbaine où il est en concurrence avec tout le monde pour la consommer et donc l'énergie est très chère, ou bien s'il se met en bas d'un barrage et qu'il consomme les surplus. Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose de consommer de l'énergie pour une monnaie qui n'est que spéculative ? C'est une question qu'on peut se poser, étant donné que c'est extrêmement énergivore. Je suis en désaccord avec toutes les deux assertions qui ont été faites, c'est-à-dire entièrement spéculatives. J'ai envoyé $10 hier au Congo en 5 secondes pour $5 de frais. Impossible de faire ça avec le système financier traditionnel. Les Salvadoriens sont à 75% maintenant financiarisés, peuvent payer dans tous les commerces en Bitcoin. J'appelle pas ça de la transaction spéculative. Maintenant, ça c'est conjoncturel. Évidemment qu'en France, avec un euro stable, etc., on va pas utiliser le Bitcoin aujourd'hui pour faire de la monnaie. Mais je termine parce que j'avais mon deuxième point. Et le deuxième point, c'est celui que je commençais à mentionner. Donc le premier, c'est rentabiliser les énergies renouvelables. Donc ça consomme de l'énergie, oui, mais c'est pour rentabiliser les projets d'éolien, d'hydroélectrique, etc., etc. D'ailleurs, au Salvador, ils vont lancer de la géothermie avec Bitcoin qui n'aurait pas fait avant. Et le deuxième point ? Mon deuxième point, c'est que précisément dans la construction systémique de cette monnaie, Bitcoin, c'est la seule qui est rare. Donc depuis, il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que depuis 71, depuis que les États-Unis ont dit on s'en fout du monde, on va maintenant le dollar n'est absolument adossé à rien du tout et on émet autant de monnaie qu'on veut. La fin du système de Bretton Woods. La fin du système de Bretton Woods. Eh bien, l'argent fiduciaire n'est adossé à strictement rien. Donc on en émet autant qu'on veut. C'est ce qui se passe depuis 2 ans d'ailleurs. Et c'est là que je m'étonne justement. Tant mieux. On peut continuer de créer de la monnaie comme on veut pour surproduire, pour surconsommer. Et après, on vient dire, mais je vais faire des leçons d'écologie aux gens parce que j'adore la surconsommation. Alors, le Bitcoin est rare. 2 secondes. Le Bitcoin est rare et ça engendre un comportement économique rationnel des agents économiques qui est de ne pas consommer ou de reporter sa consommation. Et c'est la seule voie qui nous permet de ne pas prendre 3 degrés dans la figure d'ici 30 ans. Nicolas Dufresne. Non mais alors là, écoutez, je vais être évidemment en complet désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je peux pas accepter au moment où on a besoin, on le sait, de plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année pour financer de plus d'investissements supplémentaires pour financer la transition écologique. On vient de m'expliquer que le Bitcoin est une monnaie écologique parce qu'elle empêche les gens de consommer et qu'elle les conduit à spéculer. Vous savez, le Bitcoin reproduit exactement le défaut des marchés financiers. Les marchés financiers qui agissent aujourd'hui comme des trous noirs monétaires, c'est-à-dire qu'ils attirent à eux toute la création monétaire au lieu qu'on ait justement des choix démocratiques sur comment on oriente la création monétaire pour subvenir aux besoins de l'humanité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les énergies, mais enfin là quand même... dans les meilleures estimations possibles, les énergies renouvelables, ça représente 30%
du minage du Bitcoin. Toutes les fermes étaient installées jusqu'à il y a peu en Chine, dans le nord-est de la Chine, là où on utilisait l'énergie charbon. La Chine a décidé, oui, parce que la Chine a décidé de s'en débarrasser. D'ailleurs, la Chine juge que le Bitcoin est un actif totalement inutile, et pour le coup, on va pas leur donner tort. Et donc, ces fermes-là se sont déplacées au Kazakhstan, elles se sont déplacées en Iran, elles se sont déplacées dans des tas d'endroits où on utilise les énergies fossiles. Au point que le président iranien a dû interdire ponctuellement, puisque ça provoquait le Bitcoin, ça provoquait des coupures d'électricité. En Chine, ils continuent d'avoir des reports de coupures de courant, alors qu'il n'y a plus de minage. Donc c'est complètement décorrélé. La Suède a voulu faire la même chose, et l'entreprise nationale d'électricité a dit en fait non, arrêtez, on a besoin du minage. Au Kazakhstan, les fermes se sont installées, ça a créé des blackouts dans une population pauvre, c'est-à-dire que pour financer un actif spéculatif qui ne sert à enrichir que de jeunes occidentaux qui ne savent pas où placer leur argent ou qui sont attirés par l'appât du gain, et on peut le comprendre, on crée des blackouts d'électricité dans des pays avec des populations pauvres. Et je vais juste rajouter un point, s'il vous plaît, c'est le fait que la preuve de travail qu'on utilise pour miner le Bitcoin. Ça consiste, toutes les 10 minutes, à donner une récompense à la machine la plus performante qui aura résolu des calculs de plus en plus complexes, totalement inutiles. Des calculs totalement inutiles. Et donc, cette consommation d'énergie est exponentielle. Elle va croître, elle a cru depuis 10 ans, et elle va croître encore dans les prochaines années pour résoudre. Et donc, je voudrais demander à monsieur Stachenko. On va entendre surtout Ludovic Desmet. Au moins d'accord pour interdire les blockchains par preuve de travail. Alors, attendez, Nicolas Dufresne. Je voudrais qu'on entende Ludovic Desmet sur cette question énergétique. Ludovic Desmet. Alors c'est pas l'angle qu'on a utilisé avec Odile Lakomski quand on a travaillé sur le Bitcoin, mais il se trouve qu'on a été en lien avec une équipe de journalistes canadiens qui nous ont dit que c'était un gros problème au Canada parce que les municipalités étaient en rivalité avec des fermes de minage de Bitcoin et qui pompaient de l'énergie qui était destinée à des structures beaucoup plus collectives que ce pourquoi elle était faite. Mais j'aimerais aussi revenir sur un aspect qu'on associe souvent au Bitcoin en disant voilà, en gros, on en revient à une monnaie rare du style étalon or. Effectivement, en 71, on a rompu le lien entre les monnaies, en particulier le dollar et l'or. Mais le problème, si problème il y a, ne vient pas de là. Et s'il y a eu un déclenchement d'une espèce de planche à billets mondiale, c'est pas du tout lié à cette déconnexion, c'est lié à l'essor des marchés dérivés et d'une finance dérégulée à partir de 73, à partir du moment où on a autorisé les marchés dérivés au niveau planétaire. Et à partir de là, on a mis alors il se trouve que ça intervient 2 ans après le désarrimage du dollar avec l'or, mais c'est pas du tout lié à ça. Et je pense qu'avoir une monnaie gérée, sans automatisme type étalon or est un bienfait. Keynes le disait dès les années 30 que la monnaie gérée c'est quelque chose de plutôt positif et que qu'on se débarrasse d'une relique barbare est quelque chose de positif. Et donc on a alors moi je trouve que à l'origine le Bitcoin est quand même une astuce assez phénoménale et on va en parler plus tard. C'est pour ça aussi que les banques centrales s'emparent du sujet. Mais le fait d'inventer cette blockchain qui permet d'avoir un grand livre ouvert et que tout le monde vérifie qu'il n'y a pas de petits malins qui introduisent de fausses monnaies dans le système est quand même assez astucieux. Alors j'allais y venir parce qu'effectivement c'est un point qui va vous mettre sans doute d'accord, au moins Nicolas Dufresne, c'est le fait que ce Bitcoin a tout de même joué un rôle majeur dans l'essor de la blockchain et c'est une technologie qui est extrêmement utile aujourd'hui dans toute une série de secteurs, à commencer par la finance. Absolument. Alors là, on va être en effet tout à fait d'accord. On peut reconnaître au moins ça au Bitcoin, c'est qu'il a permis de faire émerger les blockchains qui aujourd'hui se passent complètement de Bitcoin. Il y a aujourd'hui des milliers de blockchains privées qui n'ont absolument pas besoin de Bitcoin et dont d'ailleurs une proportion croissante ne touche même pas aux questions monétaires, ne touche à des questions de transfert de propriété, de certification d'opérations juridiques, de vote. Ça peut même être utilisé en matière démocratique. Et pour cela, tant mieux. Mais vous savez, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'une invention va échapper finalement à l'objectif premier de ses inventeurs et va servir aujourd'hui à d'autres actifs. Et donc effectivement, en matière
de finance, en matière de vote, en matière démocratique. On peut trouver des tas d'utilités à la blockchain et juste, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il existe près de 15 000 actifs, crypto-actifs, comme on les appelle, parce que ce ne sont pas des monnaies, on les appelle des crypto-actifs, dont beaucoup sont ce qu'on appelle des utility tokens, c'est-à-dire des jetons d'utilité qui répondent à un besoin précis, qui répondent à une tâche précise. Cela ne pose pas de problème s'ils sont bien régulés. Ce qui pose problème, c'est ceux qui prétendent fournir un ordre monétaire alternatif. Alors, c'est intéressant de voir que voilà, cette volatilité du Bitcoin dont on a parlé peut nuire à son utilisation en tant que monnaie. On a vu que vous n'étiez pas d'accord sur ce sujet, mais est-ce que, Alexandre Sashchenko, les GAFAM ne seraient pas en mesure peut-être de rendre la crypto-monnaie plus stable et plus facile d'accès? Et là, c'est le projet de Facebook, par exemple, qui a lancé sa crypto-monnaie Diem, autrefois appelée Libra. Non, et en plus je ne suis pas en accord avec ce qui a été dit avant, donc je vais décevoir malheureusement, je n'aurais pas réussi à trouver de consensus ici. Non, en fait, alors c'est dommage, je vais pas rentrer dans la technique, donc je vais pas embêter les gens avec ça, mais si on avait 10 minutes, ne serait-ce que de débat technique, en 10 minutes, on pourrait dénouer le fait qu'on peut dissocier les blockchains des cryptos. Ça fait 6 ans que je travaille à plein temps dans ce secteur-là, j'ai travaillé avec les 2/3 du CAC 40, on a vu des blockchains privés, consortiums, ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Arrêtez. Il y a un moment donné où il faut les blockchains de consortium, c'est vous prenez des acteurs qui cherchent à faire quelque chose de décentralisé pour enlever un intermédiaire et qui pour ce faire se mettent ensemble et comme ils se mettent pas d'accord, ils appellent Amazon ou ils appellent IBM et ils font un cloud, c'est-à-dire ils repassent par un intermédiaire de confiance. Donc la blockchain de la Banque de France, ça ne marche pas ? La blockchain de la Banque de France, c'est un cas d'usage qui permet de l'optimisation, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec une innovation de rupture, c'est-à-dire qu'avant vous aviez, et je peux le savoir puisqu'on a travaillé donc dessus, ça marche. Laissez-moi terminer, je peux le savoir puisqu'on a travaillé dessus, en l'occurrence, c'est que vous aviez un cas d'usage dans lequel les registres d'identifiants étaient gérés de manière centralisée, donc chaque banque qui devait créer un identifiant devait demander à la Banque de France comment ça se passait, etc. Aujourd'hui, c'est géré entre le consortium bancaire sur un cas d'usage bancaire, et on peut faire ça en quelques secondes au lieu de quelques semaines. Est-ce que ça change quelque chose au cas d'usage ? Non. À la fin, vous avez un identifiant, et au début, vous demandez un identifiant. Le cas d'usage a été optimisé. D'accord, donc vous avez une blockchain qui fonctionne sans crypto-monnaie, contrairement à ce que vous avez dit auparavant. Cette blockchain a d'ailleurs changé de nom, puisque maintenant ce sont des DLT, ce ne sont pas des blockchains. Bon, on rentre dans des détails peut-être un petit peu techniques. Je termine là-dessus en disant que justement, c'est parce que ça répond à la question avec Facebook, c'est-à-dire que on met le mot de crypto-monnaie sur des choses qui n'en sont pas. Ce qu'a apporté, c'est pas Bitcoin qui a permis le développement de la blockchain. Ça, quand on est un peu expert du secteur, moi je vais vous dire, c'est peut-être anecdotique, mais dans mon équipe, quelqu'un qui dit ça, ou quelqu'un qui entend ça, je vais lui dire c'est un drapeau rouge. C'est-à-dire si vous entendez quelqu'un dire la blockchain c'est bien, c'est s'émanciper de Bitcoin, vous savez que cette personne ne s'y connaît pas. Donc on voit bien que cette question ne vous met pas d'accord, mais il faut qu'on poursuive ce débat. On va continuer, on va pouvoir continuer à en parler. Mais d'abord, je voudrais vous faire entendre un titre, puisque de nombreux artistes se sont lancés dans le business des NFT, cette forme de crypto-monnaie qui permet d'authentifier une œuvre numérique, et c'est le cas notamment du groupe britannique Gorillaz. Alors on l'entend depuis le début de cette émission, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies suscitent des débats passionnés. Nicolas Dufresne, vous avez signé dans Le Monde une tribune avec l'économiste Jean-Michel Servet. C'était le 3 décembre dernier, qui a provoqué beaucoup de réactions. Pourquoi, selon vous, justement, le Bitcoin est-il une menace pour notre système monétaire et financier, alors même que, effectivement, ce qu'on a vu jusqu'ici, ce sont des exemples plutôt dans des pays où des populations étaient faiblement bancarisées. Ce sont dans ces pays-là que le Bitcoin aujourd'hui est utilisé véritablement comme monnaie. Non, il n'est pas vraiment utilisé dans ces pays-là comme monnaie. Il peut être utilisé comme réserve de valeur. En effet, il peut y avoir, parce que en effet, vous pouvez placer votre épargne sur de l'or, sur de l'immobilier ou sur du Bitcoin. À la rigueur, si le Bitcoin n'était qu'un actif de réserve, pourquoi pas ? On pourrait le laisser tranquille, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on interdit les transactions, les paiements et les prêts en Bitcoin, c'est-à-dire toutes les fonctions associées traditionnellement à la monnaie. Ce qui vous pose problème, c'est que c'est une monnaie qui risque d'échapper aux États. Qui risque d'échapper aux États et de créer de la fragmentation monétaire. En fait, vous avez 3 avenirs monétaires, pour simplifier, disons 4 possibles. Vous avez un premier avenir où vous avez la généralisation de monnaies non pilotables, comme le Bitcoin, décentralisées, qui échappent à toute souveraineté, donc qui échappent à la dimension de la monnaie comme une institution sociale. Vous avez ensuite la généralisation des monnaies privées, type le Diem,
l'écosystème de Facebook, donc ou Amazon ou d'autres, où là vous avez des grands acteurs privés qui émettent leur propre monnaie et qui veulent faire concurrence. Vous avez la continuation de la politique monétaire actuelle. Alors, on est dans cette période de contestation monétaire et je la comprends très bien, puisqu'en effet, on a une politique monétaire qui aujourd'hui tourne au profit essentiellement des marchés financiers plutôt que des peuples. Et vous avez un dernier avenir monétaire possible, qui est celui que je souhaite, qui est de reprendre la main sur les banques centrales, sur la politique monétaire, et de pouvoir créer de la monnaie pour l'intérêt général. Le Bitcoin est à l'opposé de cette dernière alternative, et donc il est vraiment à l'image des marchés financiers dérégulés, c'est-à-dire qu'il est inégalitaire, il est polluant, il est inutile, il est risqué pour la cohésion sociale, et en plus il s'inscrit dans une idéologie libertarienne, qui est l'idéologie poursuivie par des penseurs depuis de nombreuses années comme Friedrich von Hayek, qui avait écrit un livre sur la concurrence des monnaies, et donc cette idéologie est à l'inverse de ce qu'on peut souhaiter pour la société. Alexandre Stashchenko, pour vous ce serait souhaitable au contraire que le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies deviennent des monnaies entendues, c'est-à-dire aussi comme un instrument de paiement, un moyen de transaction, et si oui, pourquoi ? Plusieurs choses. Alors déjà, j'allais dire, ça n'a pas à être souhaitable ou pas souhaitable, dans le sens où c'est un instrument qui remplit des fonctions structurellement d'une monnaie. On peut s'en servir comme tel, et donc j'allais dire, c'est pas parce que quelqu'un dans un fauteuil va dire c'est pas une monnaie que ça va m'empêcher, par exemple moi, d'envoyer ma transaction au Congo hier et que ça m'a coûté 5 centimes. Donc s'il n'y a pas, c'est souhaitable, c'est pas souhaitable. Première chose. Deuxième chose, c'est on peut pas faire un jugement sur la planète entière. Est-ce que ça doit être l'étalon de tout le monde ? Il y a évidemment des situations qui sont différentes. Prenez un Français qui est bancarisé, qui a des virements SEPA et qui peut faire des transactions au supermarché du coin en sans contact. Ma question porte sur l'Union européenne justement, puisqu'on a dit qu'effectivement dans les pays où l'État était assez faible, ce Bitcoin pouvait avoir de l'utilité. Oui, dans le cadre, parce que effectivement, du coup, pour tous les autres pays, il y a un très très grand intérêt. Le Salvador en est l'exemple. On pourrait mentionner la Turquie, l'Inde, l'Iran, le Liban. Qui vient d'interdire le Bitcoin, excusez-moi. Non, ils ont voulu, puis ils l'ont pas fait. Mais poursuivez Alexandre. Ils ont été censurés, mais ils veulent le faire. Alors, je sais pas qui est ce il, mais bon. Donc du coup, quand on pense à l'Union européenne, on pourrait se dire effectivement, on n'a pas besoin de cela. Alors sur la monnaie du quotidien. Effectivement, on pourrait se dire, est-ce que je vais payer ma baguette en Bitcoin ? Peut-être pas, peut-être que j'en ai pas besoin. Et encore, ça c'est un raisonnement fixiste, c'est-à-dire, est-ce que ce sera le cas dans 5 ans, dans 10 ans ? J'en sais rien. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas s'en servir ? Ça c'est un autre sujet, et je pense que non pour deux raisons. La première, elle est plus, opérationnelle, parce que quand on fait des transactions à l'international en Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, elles sont faites en dollars, ces transactions internationales. En Bitcoin, on n'est pas soumis au droit américain. Donc tout ce qui est amende de BNP Paribas, de Siemens, etc., qui sont des amendes qui sont fait par les États-Unis comme guerre commerciale, il faut être tout à fait lucide là-dessus, eh bien ne sont pas possibles lorsqu'on utilise du Bitcoin. Donc pour transacter à l'international, pour le commerce international, d'ailleurs il n'y a pas moi qui le dis, il y a même certaines banques qui commencent à le dire, Citibank en particulier a fait un rapport là-dessus. Mais en contrepartie, ça rend inopérant les sanctions commerciales, par exemple, que peuvent décider les États-Unis contre l'Iran pour justement lutter contre l'arsenal nucléaire iranien. Que je m'émeuve que les sanctions commerciales des États-Unis ne sont pas applicables parce qu'on a une souveraineté française, moi je m'en fiche, c'est les États-Unis qui font leurs sanctions. Attendez, Nicolas Dufresne, on va parler l'un après l'autre, parce que sinon on va pas y arriver. Alexandre Stashchenko, je vous laisse poursuivre. On peut avoir cette souveraineté monétaire retrouvée parce que, pour les transactions à l'international, on va passer par un outil qui est plus performant et qui ne nous fait pas dépendre du dollar américain. Et ensuite, le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est vraiment sérieux dans l'atteinte des objectifs de Paris, qui sont déjà en soi trop faibles, on ne peut pas continuer dans un système où le principe, Nicolas Dufresne disait tout à l'heure, on va créer de la monnaie pour l'intérêt général. Mais ça c'est toujours le même argument un peu fallacieux, parce que le jour où l'intérêt général, qui va donc être déterminé par la démocratie, si on demandait aujourd'hui aux Français c'est quoi l'intérêt général, vous en aurez probablement une partie substantielle qui va dire l'écologie, je m'en fous, je voudrais plus d'armées, plus de sécurité et moins d'immigration. Alors est-ce qu'on crée de la monnaie pour ça ? Non, pas du tout. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui inquiète beaucoup les États. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ouvrir cette boîte de Pandore. À partir du moment, on peut pas chérir les conséquences dont on déplore les causes. Si le principe c'est de créer de la monnaie, toujours plus de monnaie, parce qu'on veut lutter contre le fait
qu'il y a de plus en plus de choses et que la croissance est infinie alors que c'est un leurre, on va dans le mur. J'entends votre point de vue, Alexandre Sachenko, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que du côté des États-Unis comme de l'Union européenne, il y a une inquiétude réelle. Ludovic Desmet, on voit notamment que la Commission de Bruxelles veut proposer une directive sur les marchés de crypto-actifs, selon laquelle seules les crypto-monnaies autorisées dans l'Union européenne pourront être vendues. Il y a une volonté de lutter notamment contre les utilisateurs malhonnêtes de part et d'autre de l'Atlantique, Ludovic Desmet. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que la période est quand même extrêmement agitée, alors que le terrain monétaire était quand même bien balisé avec des banques centrales et des usagers et des espaces monétaires délimités par les frontières. Depuis une vingtaine d'années, on a vraiment une décongélation de tout ça et ça explose dans tous les sens. Donc il y a d'un côté les crypto-monnaies, de l'autre côté les GAFAM qui sont intéressés parce qu'effectivement si Facebook pouvait utiliser quelques pourcentages de ses usagers, de ces 2 milliards et quelques d'usagers pour faire des paiements, on voit très bien l'avantage. On a les banques centrales qui s'y intéressent. On a certains pays, comme il était dit, qui sont instables monétairement, où les usagers se détournent de la monnaie nationale et essayent d'avoir des moyens de réserve de valeur alternatifs. Et donc, on a vraiment ce bouillonnement, cette effervescence, cette ère cambrienne en quelque sorte, où on a des formes de vie très différentes qui se développent. Mais il y a un argument qui est intéressant tout de même, tout d'un coup, qu'il faut remobiliser, c'est celui du fait que trop de régulation risquerait de décourager l'innovation et de faire peut-être fuir les investisseurs potentiels vers les marchés situés à l'étranger. Vous en parliez tout à l'heure, Alexandre Sachenko. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement? Alors, on sait aujourd'hui que les plus grosses plateformes de crypto-monnaies sont situées en dehors de l'Europe. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un business qui est conséquent, Nicolas Dufresne? Écoutez, je pense que si le business était si intéressant que ça, vous imaginez bien qu'un pays comme la Chine, qui s'est saisi d'à peu près tous les business intéressants les 30 dernières années, aurait pas raté le virage. Ils ont estimé que non seulement le Bitcoin n'était pas intéressant, mais qu'il était dangereux, ce qui est bien à différencier. Peut-être plus une volonté de contrôle politique qu'une question économique. Oui, mais c'est l'Inde, pareil, et beaucoup de pays se dirigent aussi dans cette direction parce qu'ils s'aperçoivent des risques. C'est bien différencié, bien évidemment, de la blockchain. Aujourd'hui, vous avez la Banque publique d'investissement française, BPI France, qui finance des projets en blockchain où il n'y a pas du tout de crypto-monnaie derrière. Je voudrais aussi rappeler que tous les avantages que prête Monsieur Stachenko aux crypto-actifs et notamment au Bitcoin. Il y en a un sur lequel, je l'ai déjà dit, je suis d'accord, c'est les transferts internationaux de monnaie et le fait qu'effectivement on pourrait éviter comme ça de passer par la souveraineté du dollar sur des États-Unis sur le dollar. On peut faire exactement la même chose avec des monnaies numériques de banque centrale, avec un euro numérique. On peut faire exactement la même chose et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais les défendeurs du Bitcoin sont totalement opposés aux monnaies numériques de banque centrale parce que ce n'est pas c'est centralisé et ce n'est pas décentralisé. Donc ce qui leur pose problème, ce n'est pas une question technique, une question d'innovation, c'est bien qu'il y ait un contrôle démocratique et politique sur la monnaie qui soit lié à une souveraineté et à une institution comme les banques centrales. Effectivement, on peut imaginer qu'une régulation trop importante ne plaise pas aux créateurs et aux partisans des crypto-monnaies à cause de cette fin du rêve libertarien qui est à l'origine de beaucoup de ces crypto-monnaies, Alexandre Sachenko. Faudrait pas débattre avec un avatar. Hein. Moi, je suis pas libertarien, je ne suis pas pour le fin de l'État, je suis pas spécialement anti-jacobin. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, si on veut débattre avec quelqu'un qui n'est pas là, pourquoi pas, mais c'est pas moi. Ce que je disais, moi, c'était que sur la régulation, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une notion de court terme et de long terme qui s'entrechoquent. On peut reprendre l'exemple d'Internet. D'ailleurs, j'ai l'impression d'entendre certaines phrases du rapport Terry en 94 sur Internet, c'est-à-dire Internet ne marchera pas, ça ne traite pas la voix et la vidéo, donc ça ne marchera jamais. C'est un 12e du chiffre d'affaires du Minitel, donc la France va passer à côté. Ensuite, Internet émerge, on a des boîtes à l'étranger, qu'est-ce qu'on dit? On va réguler. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire quoi que ce soit sur Internet, il faut demander à Google, Facebook, Amazon ou Apple. Mais vous êtes tout de même d'accord que le Bitcoin est utilisé parfois pour du blanchiment d'argent, pour de l'évasion fiscale? 3 à 5 fois moins que le dollar ou l'euro.
Et au même chiffre de Chainalysis qui ont été cités tout à l'heure. Donc non, c'est faux. Dans les Panama Papers, dans les Pandora Papers, dans les LuxLeaks, il n'y a pas un seul Bitcoin. Et les demandes de rançon au Bitcoin? Mais ça existe, mais vous focalisez sur dizaines de millions, alors qu'à côté vous avez les millions d'euros. Mais vous comprenez. Les Pandora Papers tout seul, c'est 2000 milliards de dollars. Alors, soit la on va pas s'échanger des chiffres parce qu'on va pas s'en sortir, mais vous comprenez les inquiétudes, Alexandre en disant, regardez, là, il y a du blanchiment. Évidemment, tout outil qui existe peut servir à faire le bien ou le mal. C'est pas la question. De la même façon que je vais revenir sur les MNBC, moi je suis effectivement contre pour des raisons politiques et philosophiques. Alors, faut rappeler ce que c'est. Alors, une monnaie numérique de banque centrale qui viennent d'évoquer. Et ensuite, j'allais dire, je n'ai même pas à être contre ou pour, c'est que pour l'instant, les MNBC, c'est une liste au Père Noël. C'est-à-dire que vous avez des banquiers centraux qui viennent dire il nous faut un outil qui utilise la technologie des crypto-monnaies, mais contrôlé par des banques centrales, si possible pour rendre ça plus facile, plus accessible, où nous, on va faire ce qu'on veut sur la monnaie, on va pouvoir contrôler les comptes, etc. C'est une liste au Père Noël, il n'y a aucune technologie qui le permet aujourd'hui. Donc, pour cette raison, je suis, contre la faisabilité, et pour la raison, contre politiquement, c'est ce que je disais, c'est le côté déviance. Dans une société sans déviance, ça n'existe pas, ou alors ça s'appelle Minority Report. Ok, donc on comprend bien votre point de vue, on arrive presque au terme de l'émission. Je voudrais qu'on entende Ludovic Desmet sur les monnaies numériques des banques centrales, l'objectif qu'elles poursuivent et l'intérêt que cela pourra avoir. Oui, je suis pas sûr que ce soit le Père Noël. C'est vraiment une volonté des banques centrales, en particulier de répondre à l'assaut de Facebook à partir de 2019 sur ce terrain-là, en disant voilà, on va rétablir un peu de verticalité. Alors, effectivement, on n'est plus dans la pureté originelle du mythe Bitcoin. On réétablit de la verticalité, mais en matière monétaire, on a besoin de cette verticalité. C'est-à-dire qu'on a un système hiérarchique. Et donc, qu'est-ce que font les banques centrales comme elles le font depuis 2 siècles? Elles émettent la liquidité ultime, c'est-à-dire l'actif le plus sûr dans une économie, c'est-à-dire la monnaie légale. Et donc, l'idée, c'est de pas se laisser doubler par les opérateurs privés qui ont des forces de frappe mondiales et avec des milliards d'utilisateurs potentiels, de rétablir de la souveraineté soit au niveau européen, soit au niveau national, et de permettre aux populations qui utilisent cette monnaie banque centrale d'avoir accès de manière numérique à la liquidité extrême. Et moi, ça me semble... Avec le risque peut-être toutefois de fragiliser les banques commerciales dont le rôle est de stocker les espèces de ses clients pour ensuite proposer des crédits, Nicolas Dufresne? Oui, alors en effet, et d'ailleurs c'est pour ça que les banques commerciales et les défendeurs du Bitcoin se rejoignent au moins sur ce combat-là, qui est que surtout pas de monnaie numérique de banque centrale, parce que ça peut dépendre du peuple et donc d'institutions publiques, et donc ils ont peur en effet de perdre leur part de marché. Et pourtant ça commence à exister. La Chine l'expérimente, la Finlande aussi. Le yuan est déjà en service et la BCE veut lancer l'euro numérique en 2026. Voilà. Et alors la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va permettre aux banques centrales, et ça c'est une question fondamentale, d'ouvrir des comptes pour les citoyens et les entreprises, et pas seulement pour réserver ces monnaies numériques de banque centrale à des échanges entre banques commerciales et banques centrales, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marché de gros. L'enjeu ultime des monnaies numériques de banque centrale, c'est bien de les ouvrir vers la population et vers le peuple, et c'est ça qui va être très important pour ne pas avoir de marché parallèle comme il pourrait se développer avec les cryptoactifs, avec une fiscalité particulière, avec des règles particulières qui créeraient des marchés parallèles. Et d'ailleurs, l'association dont Monsieur Stachenko est membre a proposé dans le dernier projet de loi de finances un amendement pour que 3 000 € d'achat en Bitcoin ne soit pas, et enfin en cryptoactif, ne soit pas fiscalisé. Et donc on voit pas pourquoi tout le monde qui utilise la monnaie officielle, eux, devraient payer des taxes, et que ceux qui disposent de cryptoactifs... Il y a un enjeu fiscal aussi. Ne paieraient pas de taxes. Alexandre Stachenko, vous voulez réagir? Oui, première chose, on parlait de la monnaie comme le monnaie centrale, l'actif le plus sûr dans l'économie. C'est l'actif le plus sûr pour perdre du pouvoir d'achat chaque année, parce que c'est le principe de l'inflation. Prenez $1 de 1913, il vaut 99% fois plus que $1 d'aujourd'hui. Et c'est le principe pour toutes les monnaies, ça s'appelle l'inflation. Donc je ne sais pas si c'est l'actif le plus sûr. Ensuite, sur la partie contrôle démocratique, etc., Nicolas Dufresne cite la Chine à peu près toutes les 5 minutes, ce qui ne m'étonne pas, parce que effectivement, c'est le modèle vers lequel on se dirige si on va vers ce genre de choses. C'est-à-dire contrôle social. Est-ce que vous pouvez prendre le train ou pas si jamais vous avez payé vos impôts? Est-ce que vous pouvez vous allez traverser au rouge, et vous n'allez pas pouvoir
pouvoir faire ça à côté. C'est vers ça qu'on se dirige lorsque le contrôle de la monnaie sera au final, j'allais dire total, parce que la Banque centrale aura accès à toutes les transactions de tous les citoyens. Donc cette monnaie numérique de Banque centrale, elle a deux avatars. Soit elle est pour les particuliers, c'est-à-dire que la Banque centrale devient un détenteur de compte. Vous vous assurez que toutes les banques commerciales vont aller faire du lobby pour empêcher ça, puisqu'elles n'ont pas envie d'être court-circuitées. Et que la Banque centrale elle-même, c'est pas son métier de gérer des comptes, donc elle n'aura même pas envie de faire ça. Donc ils vont tous vers de la monnaie centrale dite wholesale, de gros, c'est-à-dire effectivement pour optimiser le système bancaire actuel. C'est-à-dire optimiser. On revient à ce que je disais tout à l'heure. On fait la même chose en mieux pour ne rien changer, j'allais dire. Mais on garde un intermédiaire dans la boucle et ça n'a du coup pas du tout les mêmes applications, les mêmes usages, les mêmes avantages que les crypto-monnaies et en particulier Bitcoin. Ce que l'on comprend, Ludovic Desmet, et ce sera le mot de la fin, c'est que ce qui se joue derrière ce débat qu'on a depuis le début de cette émission, ce sont des choix de société et c'est la place de l'État et celle qu'on veut bien lui donner. Je voulais répondre sur l'actif le plus sûr. Vous pensez, comme Friedman, que l'inflation n'est qu'un phénomène monétaire et que c'est la planche à billets. Ça n'a rien à voir avec ça. La hausse des prix dans les années 70, c'est un problème de répartition entre les pays producteurs de pétrole et les pays acheteurs de pétrole. Ça n'a rien à voir avec la planche à billets qui aurait été déclenchée par un banquier central incompétent. Les phénomènes d'inflation sont des phénomènes de problèmes de répartition. Donc, on peut très bien dire qu'effectivement, un dollar d'aujourd'hui vaut moins qu'un dollar de 1913, mais ça n'a rien à voir avec qui est aux commandes d'une banque centrale. Et sur l'avenir, plus généralement, des crypto-monnaies, Ludovic Desmet, puisqu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Là, on a parlé surtout du Bitcoin. Il y a une floraison de crypto-monnaies. Il y a des stablecoins qui me semblent quand même un peu moins risqués au niveau investissement. Et puis le Bitcoin porte déjà beaucoup sur ses petites épaules. Hein. Il est quasiment en fin de production, hein, puisqu'il y a 21 millions d'unités qui sont programmées. On en est à quasiment 19 millions. Donc, à force de peser très lourd et de lui demander beaucoup de rajouter des lames à ce couteau suisse, il va finir par ne plus pouvoir être ouvert. À Citéco, on a un lingot d'or qui est exposé et c'est très impressionnant. Un lingot d'or, c'est très dense, c'est très difficile à soulever. Hein. On peut se pratiquer l'expérience en direct. Le Bitcoin devient de plus en plus lourd et à chaque fois qu'il gagne 10 000 euros, on s'extasie. Mais pour moi, c'est de moins en moins une monnaie et de plus en plus un actif spéculatif. Mais encore une fois, il a permis et il a poussé les banques centrales à innover. Il les a peut-être bousculées là où elles avaient tendance à s'endormir sur leurs acquis, Ludovic Desmet. Oui, on assiste à un métissage et moi le mythe de la pureté me séduit assez peu. Je pense que les métissages sont très bons. L'hybridation entre le système bancaire traditionnel et des techniques ou des astuces type blockchain, etc. me paraissent assez pertinentes. Oui. Merci beaucoup à tous les trois, Alexandre Sachenko, Nicolas Dufresne et Ludovic Desmet, d'avoir débattu avec animation autour de cette table sur le rôle des crypto-monnaies dans l'économie, du rôle du Bitcoin en particulier. Nicolas Dufresne, je rappelle le titre de votre ouvrage publié avec Alain Grandjean chez Odile Jacob, Une monnaie écologique. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, François Saltiel reviendra sur les transactions numériques. Il parlera des crypto-monnaies et des NFT dans son émission Le meilleur des mondes tout à l'heure à 21h.